Un paléontologue, il faut qu'il soit à la fois un géologue, il faut qu'il soit un biologiste, et il faut qu'il soit un écologue. C'est une synthèse de connaissances qui vont lui permettre d'interpréter ou d'étudier ces objets d'étude que sont les fossiles, de leur donner vie et d'essayer de les comprendre. Et cette histoire n'est pas racontée n'importe comment. Le paléontologue doit avoir une bonne connaissance de la vie actuelle, de la biologie actuelle. C'est ce qu'on appelle l'actualisme. Et à partir de ces connaissances de l'actuel, il va essayer d'interpréter et de reconstituer le passé. Donc le travail du paléontologue commence du terrain. Donc on va chercher le terrain dans les roches, pas n'importe quelle roche, les roches sédimentaires. Et ces roches sédimentaires, souvent, ils ont conservé la mémoire de la vie, la mémoire de la Terre. Et cette mémoire de la vie, ce sont les restes des anciens organismes qui ont vécu à diverses époques de l'histoire géologique de la Terre. Et le paléontologue, quand il a un fossile, il doit l'observer. Il y a plusieurs niveaux d'observation. Donc on peut regarder les caractéristiques morphologiques de ces fossiles. On peut avoir une feuille d'un arbre, un fragment d'os. Le paléontologue que je suis, le paléovertébriste que je suis spécialiste des vertébrés. Donc je vais chercher des restes de vertébrés que je trouve sur le terrain. Il y a une façon très particulière quand on les trouve de les récolter. On ne les récolte pas n'importe comment, on les met dans des plâtres parce qu'ils sont assez fragiles. Donc on dit ce qu'on appelle en plâtre les fossiles. On les met dans une sorte de cocon en plâtre pour les amener au laboratoire, là où ils sont confiés à des techniciens qui ils ont tout leur temps pour les sortir de leur gangue sédimentaire. Une fois ces fossiles sont sortis de leur gangue sédimentaire, donc on les observe. Il y a plusieurs niveaux d'observation. Moi, j'observe les caractéristiques morphologiques de ces vertébrés. Je regarde ces restes, les caractéristiques morphologiques de ces fossiles. Est-ce qu'il s'agit d'une espèce déjà connue? Est-ce qu'il s'agit d'une espèce qui est inconnue? Ça, c'est le grand point d'interrogation pour le paléontologue. Et vous pouvez imaginer l'émotion d'un paléontologue lorsqu'il met en évidence une nouvelle espèce, une espèce qui n'a jamais été décrite. Là, on a un exemple de ce qu'on appelle une convergence de forme avec ce crâne d'un animal qui a vécu il y a environ 227 millions d'années, qu'on appelle les phytosaures. Ce sont des animaux qui ressemblent superficiellement à des crocodiles. Ce ne sont pas des crocodiles, mais ce sont des animaux qui ont répondu de la même façon aux contraintes du milieu, avec un crâne qui est un museau très étroit. Là, vous avez deux exemples, un petit qui a un museau étroit qui ressemble aux gaviales actuelles, et puis on a une mâchoire inférieure d'un animal du même groupe, les phytosaures, mais qui a un crâne, qui a un museau également très étroit, très allongé, comme les crocodiles actuels, mais qui est moins étroit que sur cette forme-là. Là, c'est juste pour montrer que les environnements terrestres étaient occupés par des animaux qui présentent une morphologie qui fait penser aux animaux actuels. C'est aussi, encore une fois, ce sont des réponses à des contraintes, les mêmes réponses à des contraintes du milieu. Donc c'est au paléontologue de faire attention à ne pas bien regarder les caractères morphologiques de ces animaux et de savoir s'il s'agit de caractères qui sont homologues ou pas homologues. Donc en plus d'une description anatomique détaillée de ces restes, le paléontologue doit aussi, à partir des caractéristiques morphologiques de ces animaux, savoir comment ils marchaient, comment ils se nourrissaient, de quoi ils se nourrissaient. Et bien sûr, il faut aussi qu'ils les mettent dans un contexte général de leur paléoenvironnement. Et pour ce paléoenvironnement, le travail du paléontologue commence dès le terrain, parce que les fossiles, quand ils sont conservés dans des roches sédimentaires, pas n'importe quelle roche sédimentaire. Déjà, il faut qu'on ait une observation sur ces roches dans lesquelles on a trouvé les fossiles, qui sont elles-mêmes, ces roches, qui sont détentrices d'une mémoire. Par exemple, un sédimentologue, lorsqu'il va voir un paysage, il va dire, pour le commun des mortels, c'est une colline, c'est une montagne. Alors que pour le sédimentologue, on travaille en étroite collaboration avec les sédimentologues. Ils nous donnent des indications sur le paléoenvironnement. Ils vont dire que cet animal-là, ces sédiments dans lesquels vous avez trouvé ce fossile, donc il s'agissait d'un lac, il s'agit d'une rivière, il s'agit d'une zone d'inondation. Donc il y a plein de renseignements qui nous viennent
déjà du terrain d'étude. Et puis après, notre connaissance du fossile va nous permettre d'avoir une idée sur son mode de vie. Et on ne part pas seul aussi. Un bon travail de terrain est fait par une équipe pluridisciplinaire. Donc il y a des spécialistes de végétaux, il y a des spécialistes de vertébrés, il y a des spécialistes d'invertébrés, même on a été sur le terrain avec des spécialistes d'insectes fossiles. Chacun regarde les restes qui le concernent, étudie les restes qui le concernent, et après on fait une étude de synthèse de toutes ces données pour pouvoir reconstituer l'environnement ancien de ces êtres vivants. Et même le paléontologue, on a plusieurs degrés d'observation. Maintenant, les fossiles, il n'y a pas que la forme qui est prise en compte. Maintenant, on va même au niveau cellulaire, par exemple. Il y a des spécialités, la paléohistologie, comme son nom l'indique, c'est l'étude des structures cellulaires osseuses. Et un spécialiste, un paléohistologue, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir comment est-ce que les os de ces vertébrés étaient faits, comment ils étaient construits, même au niveau cellulaire. Et grâce à ça, le paléontologue peut savoir le mode de vie de cet animal. Est-ce que c'était un animal aquatique? Est-ce que c'était un animal terrestre? Et cette structure cellulaire, elle va présenter, elle aussi, elle a un message à transmettre au paléontologue. On travaille également avec des géochimistes par la nature géochimique des sédiments. On peut également avoir une idée sur les paléotempératures, sur les paléomilieux. Et toutes ces données nous aident à non seulement étudier l'animal ou le végétal ou l'organisme, mais également de donner des renseignements sur l'environnement dans lequel il vit. Et puis après vient le repos du guerrier, du paléontologue, qui, après avoir étudié l'animal ou le végétal sur lequel il travaille, après l'avoir étudié, après lui avoir trouvé ses relations phylogénétiques avec les espèces qui lui sont proches, vient la reconstitution. Et cette reconstitution, il peut se faire avec ce qu'on appelle les paléoartistes. Ce sont des artistes, comme leur nom l'indique, qui essaient de donner forme à ces anciens organismes. Donc il y a une part d'imagination dans tout ça, mais une imagination qui est dirigée par les faits, par ce qu'on observe. Et puis la dernière, ce travail du paléontologue peut se prolonger par la suite, par la diffusion de la connaissance. Donc là c'est tout un métier, il y a des collègues qui sont une sorte de trait d'union entre le scientifique et le grand public, qui trouvent les mots pour faire passer, ou pour partager cette connaissance scientifique qui a été fournie, qui a été offerte par le paléontologue à travers l'étude des fossiles et qui est partagée avec le grand public, soit dans les ouvrages, soit dans des expositions, dans des musées.